À l'origine, cette vidéo était destinée à la chaîne secondaire de Terabellum appelée Défense Insider, où nous traitons, au travers d'experts, des sujets en lien avec le monde de la défense. Charles Leclerc, Navy Seals, bombardiers stratégiques, tout y passe, donc si le monde de la défense vous passionne, passez faire un tour sur la chaîne Défense Insider, le lien est bien évidemment dans la description. L'aviation royale canadienne, aussi appelée ARC, défend et protège l'espace aérien canadien mais aussi nord-américain. Participant à de nombreux exercices et opérations internationales, son avenir est à la croisée des chemins avec le remplacement de son avion de combat principal, le CF-188 Hornet. Cette semaine chez Terabellum, découvrons un modèle de challenge militaro-industriel qui ne se passe pas comme prévu. Une affaire de politique. Depuis le 28 septembre 1988, le Canada est équipé de la variante nationale du F-18 après une commande de 138 appareils. Nous comprenons donc avec cette date le caractère brûlant de la question du remplacement. Les atermoiements ont été nombreux et voilà plus de 2 décennies qu'aucune décision ferme n'a été prise. Projetons-nous maintenant à travers quelques étapes de cette aventure inachevée qu'est la sélection du nouveau chasseur bombardier. En 1998, le Canada signe un accord bilatéral de participation au programme JSF, Joint Strike Fighter. Cette participation se limite à un volet financier car aucun ingénieur dépendant d'Ottawa ou toute autre sorte de contrôleur n'aura d'influence sur le développement et la sélection du prototype. Après un combat déséquilibré entre le X-32 et le X-35, c'est le désormais connu sous le nom du F-35 Lightning II que Lockheed Martin doit finir de définir les capacités de cette aéronef définie par eux-mêmes de 5e génération. Février 2002, un accord est arbitrairement mis en place, le F-35 sera le nouvel appareil canadien, 100 millions de dollars US sont versés dans l'espoir d'accrocher des contreparties avec Washington, c'est bien cet aspect qui représentera le nœud du conflit futur entre le gouvernement d'Ottawa et le complexe militaro-industriel américain. Le plan de charge d'un programme comme celui du Lightning II représente une aubaine pour les firmes aéronautiques canadiennes. Les brevets et licences qui seront exploités par les différents sous-traitants sont le fruit d'années de travail de la DARPA et les nations participantes comptent bien profiter de ces connaissances et des leviers économiques associés. Quel est alors le problème ? La volonté du Pentagone et de la vie politique washingtonienne, démocrates comme républicains, donneront toujours la primauté à leur industrie. Les contreparties n'ont rien d'acté, au mieux des promesses de lobbyistes au détour d'un couloir. En 2006, le gouvernement canadien continue d'investir, mais dans la phase de production et soutien du programme, et même à ce stade, peu d'engagement sur les acquisitions, les retombées locales et les transferts technologiques ont été pris. Pourtant, toutes les études commandées par le Canada sont claires, un seul but, le F-35. Un serpent budgétaire. La mission du futur avion de combat de l'ARC est la défense aérienne du territoire nord-américain sous contrôle du NORAD, et ensuite des capacités air-sol et air-mer. Il lui est demandé une complète interopérabilité avec les alliés de l'OTAN et une capacité d'engagement dans le cadre d'une coalition. Mais le Canada, au vu de sa politique extérieure, a-t-il réellement besoin d'un avion de combat capable d'entrer en premier sur un théâtre ? En d'autres mots, faut-il dépenser autant en tant que puissance régionale limitée ? Le projet initial requiert une commande de 80 appareils, un chiffre revu à la baisse ensuite vers 65. Virtuellement, l'estimation est de 9 milliards pour l'acquisition de 5 à 7 milliards pour le MCO, une budgétisation et une sélection de l'appareil officialisée par Stephen Harper en 2008. Cette annonce est suivie d'une tempête de contestation par l'opposition parlementaire comme par la majorité. L'absence de compétition internationale étonne nombre d'acteurs. Néanmoins, ce qui prévaut dans la communication du gouvernement de l'époque, c'est le message d'opportunité industrielle et la vague de nouveaux emplois associés. Ce trade qui semble gagnant-gagnant ne convient pas non plus aux différents syndicats ouvriers canadiens. Leur demande est que chaque dollar canadien investi bénéficie d'une contrepartie équivalente sur le sol national. De nouvelles évaluations voient la facture du pays du Grand Nord blanc s'alourdir, passant de 14 à 17 milliards, puis Lockheed Martin annonçant que le contrat inclut la modernisation aux différents blocs, le prix remonte à 30 milliards. En octobre 2010, certains responsables militaires canadiens évoquent la réduction de la commande comme seul curseur possible. Et le 13 mars 2012, stupeur à Washington, le ministre de la Défense canadien communique sur l'absence de promesses de commande. Le Canada participe au programme mais n'a jamais juré fidélité au F-35. Il est le seul appareil disponible de 5e génération, mais le manque de transparence américain et l'absence de pragmatisme canadien révoltent l'opinion publique. Les crédits sont gelés quand une nouvelle évaluation annonce un coût de 46 milliards de dollars canadiens, puis en décembre, Ottawa adresse une lettre aux avionneurs mondiaux, Lockheed Martin est rejoint par Boeing,
Airbus, Dassault et Saab dans la course au contrat canadien. L'attentisme vaincra pourtant dans l'attente des élections fédérales de 2015. Trudeau change les règles. L'arrivée de Justin Trudeau rebat les cartes quand il annonce que son pays ne nécessite pas de capacité de première frappe. Cela n'empêche pas l'urgence nationale car rappelez-vous, pendant ce temps-là, les Hornets continuent leur travail. Lors de l'intervention libyenne de 2011, 7 CF-18 sont engagés dans l'opération Mobile et assurent 10% des frappes occidentales. Moins grandiloquent, des détachements se chargent d'intercepter les appareils russes via les missions de police du ciel dans les cieux baltes et de réassurance depuis l'aérodrome de Keflavik en Islande. De 2014 à 2016, 6 CF-18 furent déployés en permanence pour participer aux frappes contre l'État islamique en Syrie. De l'autre côté du spectre, les USA font pression en annonçant clairement que les contrats de sous-traitance seront annulés si le F-35 n'est pas choisi. Dans ce contexte, un consensus est trouvé par la commande via la procédure FMS, Foreign Military Sales, début 2018. Le Super Hornet de Boeing est devenu la planche de salut des forces canadiennes, puis retournement. Malgré la notification du Congrès américain, un violent conflit commercial oppose Boeing et Bombardier concernant la production des avions de la C-Series, connue en France sous le nom de A220. La firme canadienne obtient gain de cause juridiquement et la commande de Super Hornet est annulée. Cela n'empêchera pas Bombardier de perdre 7 milliards de dollars suite à cette taxe compensatoire inepte de 219% sur ce type d'appareil vendu sur le marché américain. Une solution in extremis est trouvée par un don de 25 Hornets des forces armées australiennes, des cellules déjà en fin de vie vues comme un stock de pièces détachées, peu onéreux. La compétition continue. L'appel d'offres canadien reste ouvert pour 88 chasseurs bombardiers. Les conditions d'investissement équivalent à la valeur d'achat en dollars canadiens sont toujours de mise. Dassault et Airbus ont d'ores et déjà abandonné face aux difficultés de négociation canadiennes. Il reste donc en lice le F-35A Lightning II Block 4, le FA-18EF Super Hornet Block 3 et le Saab JAS 39E NG Gripen. Lockheed Martin a entamé une stratégie de communication centrée sur la coopération arctique. La Norvège a effectué en ce début d'année ses premières interceptions en F-35, le Danemark ayant reçu son premier exemplaire en mars 2021. La logique d'un avion de combat occidental commun au-dessus de l'Arctique semble prendre forme. Des critiques ont été immédiatement émises sur le fait d'avoir un appareil monomoteur pour des missions longue distance sur des étendues si faiblement peuplées. Au bilan, la décennie aura été perdue en hésitation et retournement politique, avec pour résultat une absence de décision ferme sur la suite de la compétition. Une nouvelle modernisation des CF-18 a été validée en 2020 et devrait rapprocher leur capacité de celle des Super Hornets tout en étant limitée par la cellule, notamment vis-à-vis de leur faible rayon d'action de 1600 km. L'ultime étape devrait arriver en 2022 où doit être enfin attribué le contrat pour une livraison du premier appareil de remplacement en 2025. Pour conclure, les Hornets à la cocarde d'érable continuent de sillonner les étendues glacées. Au total, ce sont 76 appareils qui composaient l'inventaire en 2020 de l'ARC, placés favorablement depuis leur base de Bagotville au Québec et Cold Lake dans l'Alberta. Le NORAD devrait encore compter jusqu'à l'obsolescence de leur dernière mise à jour en 2032. Si cette vidéo au passage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ainsi que de vous abonner et visiter la chaîne Défense Insider. Et moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. Nous remercions le partenaire de cette vidéo, ExpressVPN, qui depuis plus d'1 an soutient la chaîne YouTube au travers d'un produit dont nous cessons de faire l'éloge, aussi bien en privé qu'en public. À titre personnel, j'utilise les services d'ExpressVPN depuis qu'il y a 1 an. Je me suis fait voler un nombre non négligeable d'informations personnelles en gare de Strasbourg alors que j'utilisais le Wi-Fi public, dont des mots de passe et des numéros de carte bancaire qui ont servi aux hackers pour faire des achats. Tout cela aurait pu être évité si au même moment, sur mon téléphone ou mon PC, j'avais utilisé les services d'ExpressVPN. Pour ceux qui ne le savent pas, ExpressVPN, c'est aussi 3000 serveurs couvrant 160 localisations dans 94 pays différents. Si vous avez un problème, ce qui ne fut jamais le cas de Quentin ni de ma personne, vous avez un support client en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme énoncé plus haut, ExpressVPN est aussi disponible sur Windows, Mac, iOS, Android, Linux ou bien même vos consoles, vous permettant au passage d'avoir accès à un grand catalogue de films et de séries sur vos plateformes de streaming, dont les sorties populaires sur le Netflix américain pour les fans de VO. Vous pouvez regarder des films exclusifs à des géolocalisations autrement inaccessibles, que ce soit des documentaires, des films, des blockbusters ou bien même des animés. Étant donné qu'ils apprécient grandement la chaîne TerraBellum, ExpressVPN vous offre 3 mois d'abonnement gratuit si vous faites le choix de prendre un abonnement 12 mois, ce qui vous fait 15 mois de VPN pour la modique somme de 6 € par mois. Et si vous n'êtes pas satisfait, mais je vous garantis que vous le serez, vous avez 30 jours pour annuler votre abonnement. Faites confiance à ExpressVPN,
le VPN de la chaîne Terra Bellum.